De nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Les acteurs du processus électoral autour de la table, le ministre en charge des élections et des responsables de partis et coalitions de partis se sont réunis ce matin au menu de la rencontre, la fixation du cautionnement et le nombre de documents de propagande pour les législatives du 17 juin prochain. Une centrale au charbon de 250 MW pour notre pays. Le contrat sera signé demain entre le Sénégal et la Corée du Sud. C'est le fruit de 2 ans de négociations. Fixation du cautionnement et du nombre de documents de propagande pour les élections législatives du 17 juin prochain. Le sujet a réuni ce matin le ministre en charge des élections et des partis responsables de partis et coalitions de partis politiques. Une rencontre qui vise, selon Cherguey, à franchir avec succès l'étape du 26 février 2012 et à poursuivre avec le même succès le processus qui conduit à cette autre échéance. Louise Bitsa. Plus de 4 heures de débat à bâton rompu avec d'un côté le ministre chargé des élections et de l'autre les représentants des partis politiques. Ils ont à cœur de statuer sur le montant du cautionnement aux élections législatives fixé par le décret numéro 2012-94 du 11 juin 2012. Cette rencontre donc se tient dans un contexte marqué par l'adoption d'un nouveau code électoral. En effet, de notables modifications ayant entraîné des avancées significatives dans la voie de l'élargissement des bases de notre démocratie sont intervenues au cours de la revue du code électoral. Les multiples modifications codifiées intègrent les incidences issues du découpage administratif, les recommandations de l'audit international du fichier, les aspects liés à la loi sur la parité homme-femme, ainsi que de nécessaires réajustements des règles devenues obsolètes à l'épreuve des faits. Certains critères qui président au choix de cette élection ont été décriés par les partis de l'opposition. Il s'agit par exemple du manque de bulletins uniques, le retard dans la distribution des cartes d'électeurs, l'omission de la prorogation du vote au-delà de 18 heures, des dispositions que le nouveau code électoral ne prend pas en compte de l'avis de ces derniers. Nous avons énoncé nos préoccupations pour ce qui concerne l'encre indélébile qui, comme chacun le sait, n'était pas toujours indélébile au moment de la dernière élection. Et nous avons également dit nos préoccupations pour ce qui concerne le budget de la Sénat, qui semble une tâche qui l'attend et qui sont déjà dépassés à cette heure-ci. Nous sommes contre le vote censitaire qui ne permet qu'à ceux qui sont riches et qui ont les moyens de participer à une élection en tant qu'électeur ou en tant que candidat. Je suis totalement satisfait parce qu'en fait toutes les dispositions sur lesquelles nous avons eu à discuter et qui étaient au nombre de 275, pour la plupart ont été adoptés par l'Assemblée nationale, hormis le bulletin unique n'a pas été présenté, en tout cas donc au niveau de l'Assemblée nationale. Lors de la remise du rapport des travaux, le gouvernement nous avait clairement signifié sa position par rapport donc au bulletin unique. Ces échanges argumentés vont certainement aboutir à une fixation du montant du cautionnement et du nombre de documents de propagande pour les élections législatives du 17 juin 2012. C'est dans la préoccupation du respect des impératifs des délais qu'impose le code électoral dans ses articles L 171 et R 74 que cette rencontre a été convoquée. L'article 171 stipule qu'au plus tard, 150 jours avant celui du scrutin, un arrêté du ministre chargé des élections fixe le montant du cautionnement qui doit être versé au trésor public par le mandataire d'un parti politique. Cette caution est remboursée dans les 15 jours suivant la proclamation définitive des résultats à la liste de candidats ayant obtenu au moins un élu à l'Assemblée nationale. Lancement ce lundi de l'agence Eau et Assainissement pour l'Afrique, une institution panafricaine de 22 pays qui succède ainsi au Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement. Après plus de 22 ans de service pour le bien-être des populations urbaines et rurales de l'Afrique de l'Ouest, le CREP disparaît en laissant la place à EAA. La nouvelle agence dispose désormais de 25 milliards de francs CFA par an pour tenter de donner aux millions d'Africains sans eau potable un peu de ce liquide précieux. Eric Nimati.
En voilà une chanson qui rappelle l'importance de l'eau pour la vie. À l'occasion du lancement officiel de cette nouvelle agence eau et assainissement pour l'Afrique, on enjoint l'utile à l'agréable. Cette cérémonie enterre ainsi définitivement le Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement. Sur ses cendres, naît EAA, une institution panafricaine porteuse de vision pour le continent. Le nouveau directeur général a-t-il, dès sa prise de fonction en janvier 2011, démarré les études institutionnelles qui lui ont permis de proposer en décembre dernier au Conseil d'administration et au Conseil des ministres la création de cette institution dont la configuration a été jugée plus à même de lui permettre de jouer son rôle d'assistant au gouvernement et aux collectivités dans le développement du secteur de l'eau, de l'assainissement et dans la promotion de l'hygiène. Créée le 5 décembre dernier par le Conseil des ministres du CREPA à Ouagadougou, l'Agence eau et assainissement pour l'Afrique a plusieurs missions. Parmi celles-ci, le développement de solutions innovantes en faveur de l'accès des populations vulnérables aux services durables d'eau et d'assainissement. Pour cela, elle devra s'appuyer sur 3 entités pour atteindre ses objectifs. Nous avons une fondation qui va exclusivement s'occuper des questions donc, de mobilisation des ressources, mais également une agence d'exécution pour pouvoir exécuter des projets à large échelle afin de permettre aujourd'hui aux 500 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'assainissement de pouvoir en disposer de ces services, mais également aux 300 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'eau potable, enfin de savoir ce qu'est l'accès à l'eau potable. Malgré plus de 160 milliards de francs CFA investis par l'État pour l'assainissement, le gap de financement reste important pour le sous-secteur. Il est évalué à plus de 160 milliards de francs CFA. Le ministre de tutelle en appelle donc à une implication de tous les acteurs afin de relever le défi du financement durable du secteur. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui soutiennent le secteur depuis plusieurs décennies, tout en les invitant à appuyer la nouvelle agence eau et assainissement pour l'Afrique dans la mise en œuvre de son plan stratégique pour le Sénégal. Pendant 3 années donc, l'EAA s'efforcera d'atteindre avec un vivier d'experts des solutions en hygiène, assainissement et eau innovantes et durables au profit de 50 millions de bénéficiaires. Première édition des journées consacrées à la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal. Les manifestations qui ont regroupé l'ensemble des partenaires techniques, les populations des 2 pays concernés, la Mauritanie et le Sénégal, ont eu lieu de part et d'autre du fleuve Sénégal. Ces journées ont abouti à un engagement fort des 2 pays pour un développement soutenu de la RBT, la réserve de biosphère transfrontalière. Ibrahima Fall Junior. C'est dans le Djaouling, un territoire mauritanien, siège de la réserve de biosphère transfrontalière, que les festivités marquant les premières journées ont eu lieu. Des journées marquées par la présence de partenaires techniques au développement, la coopération allemande à travers la GIZ, l'UICN et son ambassadeur de bonne volonté, la coopération espagnole, qui ont tous magnifié la création de la RBT tout en soulignant leur engagement pour le développement de cette entité écotouristique et qui est également un creuset culturel. Les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal ont aussi exprimé leur volonté d'unir leurs efforts pour lever les obstacles liés au développement de végétaux envahissants. Il convient de rappeler ici la volonté ferme de nos 2 gouvernements à collaborer avec l'appui de nos partenaires financiers pour engager une lutte conjointe contre les végétaux aquatiques envahissants, dont le TIFA, qui constitue une menace avérée pour la diversité biologique, le développement du delta et le bien-être des populations locales. Le développement de la zone du delta du fleuve Sénégal est donc pour nos 2 pays riverains un atout majeur de leur développement touristique, agricole et halieutique. C'est aussi un atout politique pour consolider des relations d'amitié et d'intégration sous-régionales.
Des deux côtés du fleuve Sénégal, des ateliers thématiques ont ponctué ces journées. Au parc du Djoudj, les acteurs ont réfléchi sur l'écotourisme autour de la RBT et à l'université Gaston Berger, le comité scientifique composé de chercheurs mauritaniens et sénégalais a fait la situation sur l'eau et la biodiversité. Sans oublier l'atelier sur la bonne gouvernance dans le parc du Djaouling. Toutes choses qui ont enrichi ces journées. Il était opportun d'organiser des journées pour mieux faire connaître cette réserve, mais aussi pour capitaliser les acquis et donc dégager des perspectives. Il est important que ces peuples-là se retrouvent et échangent au point de vue de culture, au point de vue des activités économiques, au point de vue des activités artisanales, mais aussi au point de vue de la manière de gérer ensemble ces ressources qu'on appelle parcs nationaux, qu'on appelle réserves, qu'on appelle forêts classées et qu'on appelle terroirs villageois. Notons toute la symbiose des peuples illustrée par cette foire qui a vu l'exposition de produits biologiques, culturels et artisanaux tirés de la réserve de biosphère. Ces journées qui ont pris fin dans les amphithéâtres de l'UGB ont fait dire au recteur que c'est dans le delta du fleuve Sénégal que la linguère du Wallo Djembot Mbodj et le roi du Trésor Mohamed El Habib ont célébré leur mariage en 1833, scellant de la plus belle manière l'unité entre la Mauritanie et le Sénégal. Aujourd'hui, c'est la RBT, le cœur des peuples du delta. Les agriculteurs de Kaffrine, à l'ère des informations météorologiques, ils ont mis en pratique des connaissances acquises en la matière grâce à l'Agence nationale de la météo et la direction de l'agriculture. Le séminaire d'évaluation de la prévision saisonnière qui a réuni producteurs et techniciens a été une occasion pour magnifier l'intervention de ces différents acteurs dans le processus d'accroissement de la production agricole dans le bassin arachidier. Lamine Touré. La fourchette de pluviométrie enregistrée en 2011 dans le bassin arachidier se situe entre 650 à 950 mm. Cette information climatique donnée aux agriculteurs de la région de Kaffrine par l'Agence nationale de la météo en partenariat avec la direction de l'agriculture vise à mieux outiller ces paysans dans l'exercice de leur activité. La bonne utilisation de cette information scientifique a permis aux agriculteurs d'accroître leur rendement. Les connaissances météorologiques nous ont permis de franchir un grand pas en avant dans notre activité. Par exemple, en 2011, nous avons eu une idée précise de la quantité de pluie et des semences appropriées à ce cycle. L'information climatique constitue le premier entrant du paysan. Grâce à cette formation de l'ANAM et de la direction de l'agriculture, nous avons constaté que nos productions ont augmenté. Parce que tout simplement, nous maîtrisons le temps et surtout la quantité de semences à labourer. Pour atteindre les objectifs en matière de production agricole dans cette partie du pays, une synergie d'action et d'information s'avère nécessaire entre les différents acteurs évoluant dans ce secteur. Dans cette dynamique d'action, l'information météorologique joue un rôle capital. L'agriculture, comme vous le savez, au Sénégal est en majorité pluviale. Donc c'est important d'avoir les informations en termes d'estimation de la quantité de pluie qui pourrait tomber pour l'année, pour une campagne agricole. Ici, l'ANAMS a eu à le tester quand est-ce qu'il faut planter. Il faut planter à une période où les précipitations sont suffisantes pour permettre à la plante de grandir. La longueur de la saison est importante aussi pour caler le cycle, parce qu'il y a plusieurs variétés. Il y a des cycles courts, il y a des cycles longs. Et si on a une idée un peu de la longueur de la saison, le cultivateur, le paysan peut choisir la semence qui est appropriée. Entre mai et juin 2011, les agriculteurs ont eu une idée précise sur la quantité de pluie attendue. Cette politique d'une agriculture scientifique fera l'objet de suivi au niveau local afin qu'elle soit appropriée et valorisée. Ouf de soulagement pour les pêcheurs du département de Dagana, l'OMVS et le gouvernement du Sénégal viennent de leur octroyer du matériel de pêche d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Ce matériel va leur permettre de relancer la pêche artisanale dans la région de Saint-Louis. Maman Moussagnan. Avec l'impulsion et la vision des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, l'organisation met en œuvre depuis 2007 un vaste projet de développement dénommé
projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples du fleuve Sénégal. Ce projet multisectoriel, financé par la Banque mondiale, a pour but d'améliorer les conditions de vie des populations du bassin du fleuve Sénégal. C'est dans ce cadre qu'un accent particulier est mis sur la pêche continentale, moteur de développement incontestable, pourvoyeuse de produits halieutiques et levier important de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Ainsi, les pêcheurs du département de Dagana viennent de bénéficier d'un important lot d'équipements et de matériel de pêche. Il s'agit 10 pirogues saint-louisiennes, 10 pirogues casamançaises, 10 moteurs hors bord, 80 nappes de filets, 800 paquets d'hameçons, 100 gilets de sauvetage, 1000 flotteurs, 15 caisses isothermes, 3 kiosques à poissons, 3 dépôts de glace, 300 bobines et fils et 100 rouleaux de corde. Cet important lot d'équipements et de matériel de pêche va sûrement contribuer à l'augmentation des revenus de la population, lutter contre la pauvreté et ainsi booster le développement socio-économique de la zone, préoccupation des plus hautes autorités. Je voudrais en appeler à votre sens de la responsabilité, comme vous faites toujours montre depuis très longtemps, pour une utilisation et une gestion rationnelle et efficiente de cette matière. Dès le départ, M. Oumar Sarr nous avait octroyé la somme de 6 millions de francs CFA que nous avons acheté du matériel de pêche. Tout le département vous remercie. Monsieur le ministre. Cette action n'est que le début d'un long processus d'accompagnement des vaillants pêcheurs du Waalo. En effet, l'OMVS compte la perpétuer. Le Sénégal va construire et développer une centrale au charbon de 250 MW avec la Corée du Sud à travers le champion de l'énergie KEPCO. Il n'y a pas si longtemps, le patron de KEPCO disait que les chances de réaliser le projet sont intactes. La signature du contrat se fera demain à Dakar. Elle marque l'aboutissement de 2 ans de négociations. Hassan Gueye. Je pense qu'il y a beaucoup de chances pour nous d'aller au Sénégal pour construire la centrale au charbon. C'était il y a quelques jours à Séoul. Le directeur général de KEPCO tenait des propos rassurants sur les chances de concrétiser un projet charbon avec le Sénégal. C'est allé très vite. À Dakar demain, il procédera à la signature du contrat avec la partie sénégalaise. Retour sur la dernière visite du ministre d'État en Corée du Sud. Nous ne dirons pas que l'Asie a mis le monde